Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui sera dans la continuité de certaines vidéos précédentes, qui ont déjà quelques mois. Alors pour ceux qui découvrent cette chaîne, petit historique, le 7 octobre, la pénétration du Hamas en territoire israélien pour un massacre, et le 8 octobre, j'ai fait une vidéo où j'expliquais mon sentiment par rapport à cet événement, que pour moi il y avait quelque chose, il y avait anguille sous roche, mais ça allait avoir aussi la conséquence, et vous vous souvenez pour ceux qui l'ont peut-être vu, je vous avais dit que tout allait être fait pour vous obliger à vous positionner. C'est-à-dire, soit vous êtes pour Israël, ou soit vous êtes pour la Palestine. C'est-à-dire, vous étiquetez pro-israélien ou pro-palestinien. C'est-à-dire que l'entre-deux, la raison gardée, la mesure, l'objectivité, la mise en perspective, la contextualisation est interdite. Si jamais vous commencez à remettre de la perspective, tout de suite, certains vont vous accuser d'être, au final, un pro-israélien ou un pro-palestinien. Mais vous n'échappez pas et vous n'échapperez pas à l'étiquette. C'est-à-dire que vous êtes pour Israël ou pour Gaza. Et force est de constater que finalement j'avais raison. Puisque cette évolution, eh bien aujourd'hui, elle est en constante. Les étudiants, les universités, les plateaux télé, les télévisions, les chaînes de télévision qui se positionnent, elles aussi. Parfois clairement, parfois sans le dire, mais on sait lire entre les lignes. Même CNews qu'on accuse d'être une chaîne d'extrême droite, et que l'extrême droite est jamais très loin d'un certain antisémitisme, selon la définition. Mais pourtant, CNews protège les intérêts d'Israël. Alors, évidemment que tout ce qui est médiatique, tout ce qui est réseaux sociaux, alors peut-être un peu moins les réseaux sociaux, ou les réseaux sociaux, on lit évidemment tout et n'importe quoi. Mais les médias mainstream, ceux qui sont censés véhiculer la vérité, l'information, très clairement, on voit bien qu'il y a un positionnement. Il y a un positionnement pourquoi ? Parce que, tout simplement, se révèle au grand jour de ceux qui savent regarder et de ceux qui savent comprendre qu'il y a une sorte de lobbying, qu'il y a une sorte d'influence, qu'il y a une forme de risque à ne pas dire les choses. Et que si jamais vous avez le malheur finalement de basculer dans le côté obscur de la force, eh bien vous allez vous faire assassiner. Enfin, assassiner dans le sens figuré du terme, pas dans le sens propre. Attention, les algorithmes YouTube, je précise, assassiner dans le terme figuré, dans le sens figuré du terme, pas dans le sens propre. Et finalement, force est de constater que, voilà, on y est. Même l'entre-deux qu'on peut observer, d'une certaine façon, par exemple dans l'administration Biden, où d'un côté, on envoie des armes, on soutient Israël parce que les États-Unis ont toujours été un soutien d'Israël, du jour au lendemain, au sein des États-Unis, une partie du peuple, alors je ne peux pas vous dire la proportion du peuple américain qui a une conscience de la situation de Gaza et qui se dit que là, ça va peut-être un peu trop loin. Ça veut dire qu'on peut très bien ne pas être opposé à l'État d'Israël, mais de dire quand même, là, vous exagérez encore. Vous exagérez un peu là quand même, voire même beaucoup. Là, c'est pas juste une réponse
aux attentats du 7 octobre, là, c'est clairement une liquidation. Alors, le terme génocide est employé, mais le terme génocide, on essaye de vous donner une définition. Non, ce n'est pas un génocide. Un génocide, c'est quand on programme le massacre, l'extermination d'une population. Là, ce n'est pas le cas. Excusez-moi, mais quand vous balancez des bombes dans des hôpitaux, ou même dans des zones civiles où il y a des femmes et des enfants sans défense, et qu'on continue, malgré la protestation de certains pays de la communauté internationale. Quand je dis communauté internationale, je parle des 195 pays officiels de l'ONU, pas seulement les 8 pays qui font la pluie et le beau temps à l'ONU. Non, je pense que le terme génocide est peut-être exagéré, mais il n'est pas anodin d'être utilisé pour décrire ce qui est en train de se passer à Gaza. Mais encore une fois, vous aurez toujours des gens qui vont dire non, vous n'avez pas le droit d'utiliser le terme génocide. C'est une opération militaire, sauf que malheureusement, une opération militaire contre une organisation terroriste qui se planque évidemment parmi les civils. Sauf que voilà, on n'a pas envie d'aller chercher le rat sous terre, on n'a pas envie d'aller chercher la taupe sous terre, on fait tout péter, quoi. Ah bah oui, dommages collatéraux, là, maximum. Là, on n'est plus dans le calcul d'essayer de minimiser les victimes civiles. Ah non, là, je pense qu'on s'en fout complètement. Sauf que derrière, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe des dérapages. Des soldats israéliens qui se sentent tout puissants et qui se permettent de faire des choses qui ne sont pas du tout éthiques et qui entachent encore plus l'image d'Israël aux yeux de certaines personnes à l'échelle mondiale et peuvent éventuellement faire basculer finalement l'amalgame, le cliché en disant finalement le juif c'est un véritable enculé. Le juif est nocif. Et c'est pour ça que la situation évolue et va évoluer encore de pire en pire. Là, vous avez l'Eurovision qui arrive demain. Vous avez entendu parler, c'est la première fois dans cette compétition lyrique européenne qu'on a de tels problèmes, qu'on va être obligé de protéger plus spécifiquement la chanteuse d'Israël, avec des partis pris de certaines chaînes de télé, comme on a vu sur une chaîne belge apparemment. Alors il manquerait plus qu'ils fassent gagner Israël. Alors là, alors évidemment, on fait monter la sauce. Que ce soit les manifestations à les universités, alors que ce soit en France ou aux États-Unis. On essaie de faire monter la sauce dans l'opinion maintenant. L'opinion commence à un petit peu lui imposer l'idée. Alors qu'est-ce que vous êtes pour ou contre ? Pour ou contre quoi ? Vous êtes pour ou contre les manifestations pour Gaza ? Alors moi je suis contre parce que c'est pas normal qu'une minorité d'étudiants bloque des universités, surtout en une période qui est quand même la période pas négligeable. C'est-à-dire que c'est bizarre qu'ils aient pas manifesté plus tôt, au mois de décembre, au mois de février, un truc comme ça, que le mouvement s'étend maintenant à un instant T qui est quand même l'instant des examens. Donc il y a bien une volonté de nuire quelque part. Alors, j'entends bien certains qui disent oui, mais manifester aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, c'est cause toujours, tu m'intéresses, donc il faut bloquer, il faut faire des choses beaucoup plus radicales. Ben oui, mais si vous vous radicalisez dans votre façon de manifester, dans ce cas-là, ne vous étonnez pas qu'il y ait des gens à un moment donné qui pensent que vous avez une mentalité, une action, une activité fascisante. Puisque le fascisme, c'est bien imposer une idéologie. C'est éliminer toute contradiction, toute critique, tout opposant, idéologique, politique. Là, qu'est-ce que vous faites ? Si ce n'est essayer d'attirer l'opinion vers votre idée unique, qu'il faut un cessez-le-feu. Alors un cessez-le-feu, oui, tout à fait, on est d'accord.
Sauf que malheureusement, dans cette volonté d'essayer d'engendrer une protestation, une contestation de masse, vous attirez aussi des gens qui vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez, qui vont aller faire de l'amalgame, du cliché, de l'approximation, voire même de l'idéologie antisioniste, de l'idéologie antisémite. Et du coup, il suffit qu'il y ait 2-3 micros qui se baladent d'une chaîne de télé, et puis paf, vous tombez sur le bon numéro qui va avoir le propos antisémite. Et c'est la surenchère. Des drapeaux israéliens qui sont piétinés, qui vont être brûlés aussi, je pense. Mais attendez. Qui est responsable de ce qui se passe à Gaza? L'État d'Israël. Ok, l'État d'Israël, est-ce que... Moi, je vous pose la question. Quand Macron dit une connerie, est-ce qu'il le dit au nom du peuple français? Non. Il est censé défendre les intérêts du peuple français, mais quand il parle, alors il parle au nom de la République, mais est-ce qu'il parle au nom du peuple français? Est-ce que le peuple français doit s'aligner exactement sur ce qu'il dit? Non. Pourquoi? Parce qu'on est une démocratie. Et dans la démocratie, vous avez le droit à la critique, vous avez le droit à l'opposition, vous avez le droit à la divergence d'opinion. Même si, malheureusement, la divergence d'opinion, aujourd'hui, elle est difficile à percer dans l'auditoire, dans les outils de communication, parce que systématiquement, on va vous opposer des gens, mais alors pas des gens forcément intelligents, mais des gens qui vont faire la pratique de l'amalgame, la pratique du cliché. La pratique du cliché, c'est quoi? C'est systématiquement accuser quelqu'un d'être d'extrême droite parce qu'il remet en question la politique migratoire, parce qu'il remet en question la diversité culturelle, le multiculturalisme. Ah, paf! Ça, c'est forcément d'être d'extrême droite. Alors que pas du tout. C'est un constat sociologique, c'est un constat sociétal, que vouloir mélanger des gens avec des traditions, des mœurs, qui sont en totale opposition, qui sont antagonistes, forcément, dans votre société, ça ne va pas marcher. Ça va commencer à se taper sur la gueule. Logique. Mais ça, malheureusement, dans les débats, vous ne l'entendez pas, en fait. Vous n'entendez pas des gens qui, Bardella, par exemple, ne disent pas, excusez-moi, mais aujourd'hui, la société française est confrontée à un problème avec un certain nombre d'individus, qu'ils soient étrangers ou français, qui ont préservé, conservé, transmis une culture, des mœurs, des traditions qui sont incompatibles avec les lois de la République, avec la société de la République, avec même l'esprit français. L'esprit français dans lequel, oui, il y a de la diversité, il y a le respect de l'autre, il y a une certaine diversité qui fonctionne, mais qui fonctionne sous un principe qui était séculaire, qui était le principe de l'assimilation, auquel on a remplacé le principe de l'intégration, je cherchais le mot, mais l'intégration à l'anglo-saxonne, ce qui est totalement incompatible et ne fonctionne pas dans les cultures latines. Pour vous donner un exemple, les problèmes que nous avons aux États-Unis avec les migrations hispaniques, c'est pas tellement le fait qu'ils sont invasifs, même si économiquement, il y en a certains qui sont bien contents de les trouver, parce que ce sont des bosseurs, parce que c'est des bosseurs qui sont capables d'accepter parfois des salaires bas de gamme, mais c'est surtout aussi pour certains Américains une culture latine qui se confronte à la culture anglo-saxonne. Alors attention, il y en a certains évidemment qui vont me dire « Oui, vous dites que les Américains sont des anglo-saxons, c'est faux, ce sont des Américains. » Oui, ce sont des Américains, mais des Américains qui ont évolué avec une base culturelle qui est d'origine...
Les États-Unis ne sont pas forgés sur une culture française, même si la France a quand même eu pendant un certain nombre de siècles une influence, un certain nombre de possessions non négligeables sur le continent nord-américain. Alors, certes, il y a des endroits où la culture française a eu ses influences, et encore, c'est extrêmement marginal, extrêmement minoritaire, mais sinon, excusez-moi, on parle anglais aux États-Unis, même si on va dire l'américain, mais l'américain est bien un dérivé de l'anglais. L'ensemble des communautés importantes qui ont influé la culture américaine sont des populations issues de pays anglo-saxons, germaniques. Alors oui, il y a un peu de latin, italien, grec, mais il est évident que si vous allez dans l'ouest, Middle West et l'ouest, sud-ouest américain, oui, là, vous allez avoir de l'influence hispanique. Mais normal, puisque c'était des terres qui appartenaient, c'était des territoires qui appartenaient à l'époque au Mexique. Tout ce qui est Texas, Nouveau-Mexique, Arizona, même la Californie, tout ça, à l'origine, ça appartenait au Mexique. Donc aujourd'hui, oui, ces États-là ont gardé des influences culturelles hispaniques. Donc c'est pour ça que c'est dans ces États d'ailleurs qu'il y a la plus forte concentration d'hispaniques. Mais dans les États du Sud et du Nord-Est, c'est compliqué, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est un peu plus difficile. C'est pas aussi difficile qu'en Europe. Pourquoi ? Parce que même s'il y a une différence culturelle entre les anglo-saxons, d'origine anglo-saxonne et d'origine latine, ce sont quand même deux cultures qui ont quand même une forte influence religieuse chrétienne. Donc, si vous voulez, c'est pas incompatible. Ça fonctionne quand même s'il y a quelques divergences, quelques différences, mais ça fonctionne. Alors qu'en Europe, vous m'excuserez, mais culturellement, il y a des trucs où ça ne peut pas coller. Vous avez des gens qui apportent une mœurs, une tradition, où la femme passe au second degré. Dans un pays qui s'efforce, avec une culture féministe, de militer pour l'égalité des droits, pour la reconnaissance des droits et des libertés des femmes, pour la reconnaissance de l'égalité homme-femme. Et derrière, on ouvre le robinet à des gens qui ont encore une mentalité, on va dire, je vais le dire, féodale, de société féodale. Alors malgré les outils de communication qui essaient de vous convaincre que non, je ne suis pas une femme soumise, j'ai mes libertés, etc. Mais en fait, je me soumets à Dieu et pas à mon mari, etc. Alors c'est vrai, dans certaines familles, le mari, je dirais même, il y a des fois, c'est la femme qui tient la culotte. Mais elle tient la culotte à partir du moment où elle reste à sa place. Si elle va trop loin, attention, les barbus, ils sont toujours... Les barbus ont toujours l'œil de Moscou. Vous savez, cette expression qu'on dit l'œil de Moscou. Chez les barbus, c'est ça. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, on a abandonné les Français musulmans qui sont coincés dans des communautarismes où la mainmise religieuse est de plus en plus omniprésente, avec des gens qui viennent s'immiscer dans le privé pour te dire comment tu dois faire, comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter. Et c'est encore plus vrai avec les jeunes générations qui se font un petit peu laver le cerveau, surtout si c'est des jeunes mâles, évidemment, où la religion islamique leur donne quand même une certaine position sociale. Et c'est encore plus vrai si certains jeunes plongent la tête la première sur le fait qu'ils sont des musulmans, qu'ils doivent être fiers d'être musulmans, qui doivent contribuer à propager la parole de Dieu, propager la parole du Coran, de l'islam, et que tous ceux qui s'y refusent sont et doivent être considérés comme des hérétiques et des mécréants.
Donc conflit civilisationnel. Sauf que dans le conflit civilisationnel intra-européen, jusqu'à présent, la communauté juive subsistait, protégée, sauf que là, paf! Alors certains commentateurs commencent à dire oui, on voit réémerger une certaine forme d'antisémitisme. Oui, je veux dire, forcément. Et je dirais même un antisémitisme de la part à la fois de gens issus de la communauté musulmane, parce que c'est intrinsèquement, et d'ailleurs l'un d'entre vous l'a commenté dans une précédente vidéo, dans la lecture, la compréhension littérale, je dis bien la compréhension littérale, comme certains, s'ils ont une lecture littérale de la Bible, vont y trouver des trucs enfin bon, bref. Il y a en effet un militantisme d'antisémitisme. Malheureusement. Tout comme il y a un antisémitisme qui existe aux États-Unis comme il existe aussi en Europe. Il n'a jamais véritablement disparu. Il a toujours existé. Même s'il est plus minoritaire, même s'il est plus marginal. Mais on peut très bien trouver aux États-Unis des Américains qui vont avoir une détestation du juif parce qu'ils vont considérer que le juif, c'est la finance, et la finance est la cause de tous les malheurs des Américains. Je veux dire, le discours ne change jamais. Même les éléments incriminant les Juifs exposés dans Mein Kampf d'Adolf Hitler, aujourd'hui, on retrouve plus ou moins les mêmes arguments. Des arguments évidemment qui sont complètement pétés, puisque le Juif du quotidien, qui est la grande majorité des Juifs en France, ils ne sont pas financiers. Alors oui, en effet, il y a ceux qui sont vraiment dans la communauté, il y a certains codes, ils nous appellent des goïs, etc. Mais avec aussi la protection qu'ils ont depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, du fait que malheureusement en Europe, le nazisme a quand même provoqué la mort de plus de 6 millions de Juifs, dans un plan génocidaire. Là, on est bien d'accord, la Shoah est un plan d'extermination d'un peuple, d'une communauté. Et pas que, puisqu'il y avait aussi les afros, il y avait aussi les tziganes, il y avait aussi les homosexuels, il y avait aussi les handicapés, etc. Parce que de toute façon, la culture nazie, c'était la mise en place d'un peuple arien. Donc tout ce qui était défaut devait dégager. Donc le danger, si vous voulez, avec cette affaire de l'État d'Israël qui est en train de faire une liquidation de la bande de Gaza, eh bien malheureusement en Europe a fait ressurgir des vieux démons, au détriment d'ailleurs des Juifs eux-mêmes, des Juifs européens, qui aujourd'hui, oui, en grande majorité, beaucoup d'entre eux n'aiment pas Netanyahou. Si, et seulement si, ce sont des Juifs qui ne sont pas motivés, cultivés au sionisme. Les sionistes purs, eux, sont pro-Netanyahou, puisque le projet sioniste, c'est le Grand Israël. Donc forcément, Netanyahou est dans cette optique, dans cette ambition de la construction du Grand Israël. Donc un Juif sioniste français qui va vous dire oui, je soutiens l'État d'Israël, etc. Sur les plateaux télé, je veux dire... Je suis désolé, Elisabeth Lévy, sur CNews, elle est une sioniste, donc elle défend l'État d'Israël. Alors, de temps en temps, elle dit oui, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que fait Netanyahou, blablabla, etc. Parce que c'est la convention, parce que c'est l'hypocrisie qui parle. Mais quand vous regardez ceux qui interviennent sur RDJ, radio, c'est RDJ ou RJ ? Enfin, l'émission qui est présentée par, je me souviens plus de son nom, Aziza. Les interventions de gens comme Boujna, comme Gad Elmaleh, comme etc. Gérard Darmon, c'est borderline quand même,
Mais voilà, je veux dire, la réalité, la seule vérité aujourd'hui qu'on doit retirer, c'est qu'il y a deux peuples qui sont sur les mêmes terres et qui revendiquent les mêmes terres. Alors évidemment, les humanistes, droits de l'hommiste, eux sont, comme Martine Aubry par exemple, moi je suis pour les deux États indépendants, démocratiques, etc. Oui, mais je pense qu'on est tous d'accord. On ne va pas éliminer un peuple, on ne va pas créer l'exode d'un peuple pour permettre à l'autre de... Non. Ou alors dans ce cas-là... Mais ça n'arrivera jamais, puisque de toute façon, tant qu'il y aura des organismes qui, eux, sont des organismes radicaux et qui ne veulent pas laisser la place à l'autre, qui veulent la destruction de l'autre, bah, c'est indémerdable. Alors, on l'a toujours dit, hein, la relation israélo-palestinienne est indémerdable. Donc en effet, la seule solution radicale, c'est que l'un des deux disparaît. L'un des deux, voilà, comme les Kurdes. Hein, les Kurdes, ils n'ont pas de pays, les Kurdes. Ils ont des régions autonomes suivant certains pays qui leur autorisent d'avoir une certaine autonomie, une certaine reconnaissance, comme c'est le cas pour la Syrie, comme c'est le cas pour l'Irak. En revanche, la partie turque, les Turcs, ils veulent rien entendre d'une autonomie ou d'une reconnaissance kurde régionale ou un truc comme ça. Donc, non, hors de question. Tout comme les Chinois avec les Ouïghours, les Chinois avec les Tibétains. Les Tibétains, aujourd'hui, sont en train de subir un grand remplacement. Les Tibétains vont être relayés à une caste sociale de bas étage, puisque toutes les fonctions, tous les métiers, tous les rôles importants dans la société, et surtout dans l'économie tibétaine, sont tenus par des Chinois. Les Tibétains n'ont plus accès à ces niveaux. Donc que fait la communauté internationale ? Elle fait rien. Enfin si, elle fait les gros yeux, elle fait des décrets, etc. Mais quels sont les outils pour les faire appliquer ? Aucun. Si, les casques bleus. Mais allez envoyer des casques bleus à Gaza. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Israéliens ? Ils vont dégommer des casques bleus. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre ? De toute façon, ils ont leur lobby un peu partout, aux États-Unis, en Europe, même en Russie. Donc, les sionistes, ils en ont rien à branler des casques bleus. Les sionistes, ils en ont rien à branler de l'ONU, du Conseil de sécurité. Preuve en est, je vous avais dit dans une vidéo, c'est aussi l'occasion de tester la solidarité du monde arabo-musulman. Elle est où la solidarité arabo-musulmane aujourd'hui ? Elle est quasiment nulle. C'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas les Émirats Arabes Unis, c'est pas le Koweït, c'est pas le Qatar qui ont déposé une motion pour un cessez-le-feu aux Nations Unies. C'est l'Afrique du Sud. Est-ce que l'Afrique du Sud est un pays musulman ? Non. Donc vous voyez la dissonance qu'il y a entre ce qu'aujourd'hui les Occidentaux sont en train de hurler à sauver les Palestiniens. Alors, en effet, humainement, c'est un drame. Mais politiquement, c'est un échec. Un échec total. Un échec total parce que, finalement, ce que l'on disait concernant le lobby juif, et plus particulièrement le lobby sioniste à l'échelle géopolitique, eh bien aujourd'hui, se révèle au monde. Sauf que les médias, évidemment, mettent le tapis de l'ignorance, le tapis de l'interdit, le tapis de l'antisémitisme à tous ceux qui ont le malheur de mettre le doigt dessus. Et les premières victimes, ce sont les juifs du quotidien, les juifs non sionistes. Le pauvre juif dont le grand-père, l'arrière-grand-père s'est exilé en Europe, en France. C'est eux qui vont être les premières victimes parce que c'est eux qui sont en train de s'en prendre plein la gueule.
Ils s'en prennent plein la gueule socialement. Les gamins à l'école commencent aussi à se prendre des insultes, pas seulement de la part de maghrébins ou d'arabes ou de gens issus de familles ou de communautés musulmanes, hein, mais de la part de blancs, occidentaux, judéo-chrétiens, mais lavés du cerveau. On va voir ce qui va se passer avec l'Eurovision. On va voir ce qui va se passer avec toutes ces universités, avec tous ces étudiants, comment ça va être géré, à suivre. Parce que la moutarde est en train de monter au nez. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.